Il y a des départs aussi légers qu'une plume. Mais il y a aussi des adieux qui pèsent sur vous comme si votre cœur portait des pierres. Non pas parce qu'il reste de l'amour, mais à cause du deuil de ces années de jeunesse qui ont été impitoyablement piétinées. On dit souvent que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais pour moi, les lourdes portes en chêne du tribunal du comté de Cook qui venaient de se refermer derrière moi ne m'ont pas seulement séparé d'un homme. Elles ont tranché un cordon ombilical toxique avec toute une famille qui considérait l'argent comme sa seule raison d'exister. Au moment où j'ai mis le pied dehors, le ciel de Chicago était d'un gris de plomb lugubre. Pourtant, en moi, j'ai ressenti l'éclat étrange et brillant d'un rayon de soleil. J'ai descendu les marches en béton glacé du tribunal. Le claquement sec de mes talons contre le trottoir résonnait d'un rythme sec et désolé au milieu du chaos des heures de pointe du centre-ville. Dans ma main, le décret de divorce final était encore chaud de l'imprimante, la signature du juge marquant la fin définitive de 10 longues années de mariage. Le vent cinglant du lac Michigan s'engouffrait dans le col de mon manteau de laine, ébouriffant mes cheveux déjà parsemés de quelques fils gris prématurés. J'ai remonté mon col, essayant de masquer un frisson qui ne venait pas de la température glaciale, mais d'un sentiment accablant de vide. 10 ans, une décennie entière de sacrifices, de compromis et de patience infinie, le tout finalement réduit à quelques feuilles de papier juridique sans âme. Thaddeus s'était éclipsé par la sortie arrière. Il avait toujours été comme ça, fuyant et lâche, jusqu'au bout. Il était terrifié à l'idée de croiser mon regard, craignant d'y voir un soulagement profond et inattendu sur le visage de celle qui fut autrefois une épouse dévouée. J'ai esquissé un sourire amer. À l'heure qu'il est, il devait sûrement se dépêcher de retourner en banlieue, où sa mère et sa précieuse petite sœur l'attendaient pour sabrer le champagne et célébrer le fait d'être débarrassés de leur bête noire, tout en se félicitant d'avoir conservé un semblant de leur fausse dignité. Je me suis arrêté sur la dernière marche, prenant une profonde respiration. L'air urbain sentait les gaz d'échappement et l'asphalte humide. Mais pour moi, à ce moment précis, c'était le parfum enivrant de la liberté. C'était une liberté luxueuse que j'avais payée au prix fort durant 10 années d'angoisse, de larmes, de nuits blanches et de bilans comptables équilibrés à s'en faire loucher les yeux. Avant que cette paix retrouvée ne puisse s'installer pleinement dans ma poitrine, mon téléphone a vibré violemment dans mon grand sac de marque. La sonnerie par défaut, stridente, a brisé le fil fragile de mes pensées. En fronçant les sourcils, j'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti l'appareil. L'écran s'est allumé, affichant un seul nom. Cassiana. Une décharge électrique a parcouru ma colonne vertébrale. Ce n'était pas de l'impatience. C'était le réflexe conditionné d'un animal domestiqué depuis longtemps. Ces 10 dernières années, chaque fois que ce nom apparaissait sur mon écran, j'avais l'estomac noué. Cassiana n'appelait jamais pour prendre de mes nouvelles ou pour m'inviter à boire un café. Ses appels n'étaient que des ordres et des exigences, qui se soldaient toujours par le tintement d'une notification d'application bancaire confirmant un virement. Allô, ai-je répondu, la voix rauque, totalement dépourvue de ma chaleur conciliante habituelle. Il n'y eut même pas un salut de l'autre côté. La voix stridente et grinçante de Cassiana a percé le bruit de fond des klaxons de la ville. Derrière elle, j'entendais de la musique pop forte, des rires odieux et des tintements de flûte à champagne. Lisandra, pourquoi diable mets-tu autant de temps à décrocher? Tu es toujours si lente. Son ton était exactement le même que d'habitude, acide, dégoulinant d'une supériorité usurpée, comme si j'étais encore la belle-sœur soumise qui récurait les casseroles dans la cuisine de sa mère. Je n'ai pas répondu. J'ai écouté en silence. Mon silence a semblé l'exaspérer encore plus. Allô, tu es sourde? Je suis chez le concessionnaire Mercedes-Benz sur la Gold Coast. La voiture est prête. Une GLE 450 blanc diamant. Elle est absolument magnifique. Toute l'équipe de vente sabre des bouteilles pour fêter ça avec moi. Vire les 85 000 $ restants sur le numéro d'acheminement de la concession dès maintenant. Dépêche-toi. Je dois signer les papiers d'immatriculation. Mes copines m'attendent à Soho House pour mon brunch d'anniversaire. J'entendais clairement la voix mielleuse d'un vendeur en arrière-plan, félicitations, mademoiselle Cassiana. C'est le plus beau véhicule du parc aujourd'hui. Cassiana a laissé échapper un caquetage prétentieux et a hurlé à nouveau dans le récepteur, tu as entendu ça? Bouge ton cul. Je t'ai envoyé les instructions de virement hier. Ne me force pas à te le demander une 3e fois. Si maman apprend que tu traînes les pieds et qu'elle te crie dessus, ne viens pas pleurer dans mes bras. 85 000 $,
une somme qui glissait des lèvres brillantes de ma belle-sœur comme s'il s'agissait de monnaie de poche. Elle parlait de 85 000 $ comme s'il s'agissait de quelques dollars pour acheter des avocats chez Whole Foods. Et d'ailleurs, s'il s'était agi de faire des courses, elle et sa mère auraient sans doute découpé des coupons de réduction et se seraient plaintes au gérant pour une pomme abîmée afin d'économiser 50 centimes. Mais pour les luxes superficiels qu'elles utilisaient pour masquer leurs insécurités, elles ne comptaient pas leurs dépenses, tant que l'argent n'avait pas été gagné à la sueur de leur propre front. Je suis resté paralysé devant le tribunal. Le vent glacial emmêlait mes cheveux, mais mes paumes étaient moites. Une sensation tragicomique montait dans ma gorge. Elles ne savaient pas encore. Soit Thaddeus n'avait pas eu le courage de leur dire, soit elles étaient si sûres de mon statut de paillasson qu'elles n'avaient même pas pris la peine de demander où j'étais ni ce que je faisais en ce mardi matin précis. À leurs yeux, je serais à jamais le distributeur automatique inépuisable, la femme de ménage munie d'un diplôme d'expert comptable, l'idiote qui ne savait que baisser la tête, dire « oui », bien sûr, et ouvrir son chéquier pour financer leur délire de grandeur. Où es-tu? Tu as un mauvais réseau. Le cri irrité de Cassiana m'a ramené à la réalité. Fais le virement. Je suis littéralement sur le point de lancer un direct sur Instagram. Ne m'affiche pas devant mes abonnés. J'ai regardé le décret de divorce dans ma main gauche, puis mon téléphone dans ma main droite. Deux objets, deux univers entièrement différents. D'un côté, une fin douloureuse mais incroyablement libératrice. De l'autre, la lourde chaîne de fer qu'elle croyait encore solidement fixée autour de mon cou. Soudain, toute la peur, tout le besoin désespéré de reconnaissance que j'avais nourri pendant 10 ans ont éclaté comme une bulle de savon bon marché. J'ai éprouvé une profonde pitié pour Cassiana. De la pitié pour son arrogance vide et stupéfiante. J'ai pris une grande inspiration, laissant l'air glacé de Chicago remplir mes poumons, éteignant le brasier de rage qui menaçait de me consumer. Je devais dire quelque chose. Quelque chose que je mourais d'envie de dire depuis très, très longtemps. J'ai approché le téléphone de ma bouche et ma voix est sortie calme, glaciale et précise comme le scalpel d'un chirurgien. Que tu achètes une voiture ou un jet privé, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Un silence de mort s'est abattu sur la ligne. La musique rythmée en arrière-plan a semblé s'éteindre instantanément. Le calme a duré environ 3 secondes, juste assez pour que j'entende la respiration saccadée de Cassiana sous le coup d'un choc total. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? A-t-elle bégayé, sa voix se transformant en un couinement d'incrédulité. Tu es folle? Tu es ma belle-sœur. Ton argent est l'argent de Thaddeus. C'est l'argent de cette famille. Si tu ne paies pas, qui diable va le faire? Tu veux que j'appelle maman? Encore, maman, et sa rhétorique sur l'argent de la famille. Autrefois, chaque fois que j'entendais cette menace spécifique, je cédais instantanément, je soupirais de défaite et j'ouvrais mon application bancaire juste pour maintenir la paix. Mais aujourd'hui était fondamentalement différent. J'ai souri au ciel gris qui me dominait, sentant comme si les cieux s'étaient soudainement ouverts. Tu te trompes, Cassiana, ai-je dit, articulant chaque syllabe avec une clarté tranchante. Je ne suis plus ta belle-sœur. Ton frère et moi venons de finaliser notre divorce. Papier blanc, encre noire, sceau judiciaire rouge encore frais. À partir de cette seconde précise, je suis une parfaite étrangère pour toi. Et une étrangère n'a absolument aucune obligation légale ou morale de financer la sœur capricieuse de son ex-mari. C'est clair? Sans attendre l'inévitable crise d'hystérie, j'ai appuyé fermement sur le bouton rouge de l'écran. L'appel s'est coupé. La ville tentaculaire autour de moi est devenue étrangement silencieuse. Les sirènes, les piétons qui criaient, le grondement des trains surélevés étaient toujours là. Mais dans mon esprit, il n'y avait plus qu'une sérénité absolue et cristalline. J'ai fixé l'écran sombre de mon téléphone, qui reflétait mon propre visage, un visage marqué par de légères ridules de fatigue au coin des yeux, des cernes dues à des années de stress, mais un regard plus fier et plus résolu qu'il ne l'avait jamais été. J'ai glissé le téléphone dans mon sac, serrant fermement les papiers du divorce. Une légèreté phénoménale a envahi mes veines. Je l'avais fait. J'avais enfin dit non. Pour la première fois en 10 ans, j'avais osé rejeter une demande complètement délirante de s'aligner. Une puissante rafale de vent a balayé la place, dispersant les feuilles mortes sur le béton. J'ai commencé à marcher, refusant de regarder en arrière. Derrière moi gisait le naufrage de mes 20 ans volés. Devant moi, malgré le temps couvert, je savais que le soleil m'attendait. Et surtout,
Ces 85 000 $ et le reste de ma vie m'appartenaient désormais exclusivement. Mais je n'étais pas naïve. Je savais que le véritable ouragan venait d'atteindre la côte. Cassiana n'allait pas accepter cela en silence, et ma famille d'ex-parasites non plus. Mon téléphone a recommencé à vibrer, violemment, frénétiquement. L'écran affichait Cassiana, une tache tenace qui refusait de s'effacer. Je ne l'ai pas éteint cette fois. Je l'ai laissé bourdonner, laissant la vibration frénétique remonter le long de mon bras, rappel physique du sentiment de droit grotesque qui s'était profondément enraciné dans l'ADN de cette maison. Pourquoi Cassiana se sentait-elle si enhardie à me parler avec une telle autorité dictatoriale, même après que j'avais déménagé de chez eux il y a des mois? Pourquoi supposait-elle comme une évidence universelle que je financerais un SUV de luxe immatriculé uniquement à son nom? La réponse écœurante résidait dans ma propre décennie de soumission pathologique et de désir de plaire. Je me souvenais très bien du premier jour où j'avais mis les pieds dans leur immense maison de banlieue. À l'époque, j'étais une jeune et brillante analyste financière senior dans un grand cabinet d'audit, débordante de fierté. Mon salaire était impressionnant, le genre d'argent dont la plupart des gens de mon âge ne faisaient que rêver. Mais au lieu d'être une source d'indépendance, ce revenu à 6 chiffres est devenu le piège d'acier qui a enchaîné ma vie à un gouffre financier sans fond, déguisé en famille. Dans cette maison, il y avait une constitution non écrite que ma belle-mère, Évangeline, avait magistralement rédigée au cours de mon premier mois parmi eux. Nous sommes une famille. Nous ne comptons pas les points. Les revenus de chacun sont mis en commun pour prendre soin de notre sanctuaire partagé. Cela sonnait si utopique, si noble et si loyal. Mais la réalité était que ce sanctuaire partagé ne fonctionnait qu'avec un seul carburant de haute qualité, mon salaire. 10 ans. Une décennie a joué le rôle de distributeur automatique de billets sur pattes, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans frais de transaction et sans jamais avoir le droit d'afficher un panneau de panne. Le matin du 15 de chaque mois, précisément au moment où le dépôt direct de mon entreprise arrivait sur mon compte chèque, l'atmosphère sombre de leur maison s'illuminait miraculeusement. Évangeline, une femme qui passait 340 jours par an à donner l'impression de croquer dans des citrons, s'illuminait soudain et me servait la plus grande part de rôti au dîner. Et après le dîner, pendant que je récurais les poils en fonte dans l'évier, elle s'appuyait contre le cadre de la porte de la cuisine et commençait ses monologues théâtraux. Les impôts fonciers avaient grimpé en flèche à cause des nouvelles délimitations scolaires. Le système de climatisation faisait un bruit de cliquetis étrange et devait être entièrement remplacé. Son médecin holistique lui avait prescrit un traitement de suppléments importés et non remboursés qui coûtait une fortune. Pendant ces premières années, désespéré d'acheter un semblant de paix et d'être validé comme la belle-fille parfaite, je me connectais tranquillement à mon portail bancaire et transférais les fonds sans qu'il ne manque un seul centime. Croyant bêtement que ma générosité sans relâche finirait par gagner leur amour et leur respect sincère. Je ne pouvais pas me tromper davantage. Donner sans limite ne fait que nourrir une avidité sociopathique sans fond, transformant vos sacrifices volontaires en une attente obligatoire. Le summum de cette absurdité s'incarnait en Cassiana. Elle avait 4 ans de moins que moi, mais elle vivait comme une reine. Elle travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet de relations publiques de luxe, gagnant le salaire minimum. Pourtant, elle était toujours couverte de marques de créateurs de la tête aux pieds. Qui finançait les sacs Gucci et les baskets Balenciaga? C'était moi. Je m'en souvenais aussi clairement que si c'était hier. Une tempête de pluie torrentielle il y a 3 ans. Cassiana avait franchi la porte d'entrée en sanglotant de manière hystérique, son mascara coulant sur son visage. Elle avait avoué qu'elle devait plus de 25 000 $ à des créanciers douteux et à des usuriers parce qu'elle avait essayé de faire du trading sur marge pour impressionner un garçon. Les créanciers menaçaient littéralement de vandaliser la propriété et de la poursuivre en justice. Évangeline s'était pris la poitrine, simulant des palpitations cardiaques, s'était effondrée sur le canapé en velours et s'était mise à gémir. « Mon bébé, il n'y a pas de liquidité dans cette maison. Sauve-la, Lisandra, ou le stress m'enverra prématurément dans la tombe. » Thaddeus, mon mari, s'était contenté de s'asseoir dans son fauteuil inclinable, se frottant les tempes et évitant le regard de tout le monde. Finalement, il m'avait regardé avec des yeux suppliants et pathétiques. « Chérie, peux-tu regarder ce qu'il nous reste sur le compte d'épargne? Retire tout tes pellets. C'est encore une enfant. Elle a fait une bêtise. Nous sommes les aînés. Nous devons assumer nos responsabilités. » Assumer ses responsabilités. Combien ces mots me semblaient étouffants.
Je m'étais connecté et j'avais vidé le compte qui contenait chaque dollar que j'avais méticuleusement économisé pour rénover la ferme vieillissante de mes parents dans l'Indiana rural. J'avais remboursé l'intégralité de la dette de Cassiana. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle était tirée d'affaire, elle ne m'a même pas serré dans ses bras ni dit merci. Elle a juste marmonné un dédaigneux « Je te rembourserai quand mes contrats de marque décolleront ». Ce jour n'est jamais venu. En fait, moins de 48 heures plus tard, je l'ai vu publier sur sa story Instagram, allongé dans un spa 5 étoiles du centre-ville avec un verre de Prosecco, avec pour légende, reconnaissante envers l'univers pour les nouveaux départs. Son amour de soi était entièrement financé par mon sang, ma sueur et mes limites bafouées. Mais le souvenir qui me hantait le plus n'était pas les disputes ou l'extorsion financière. C'était l'isolement écrasant au sein de ma propre maison. Je me souvenais des nuits glaciales de janvier. L'horloge grand-père sonnant 23 heures. Ma belle famille se réunissait dans le salon chaleureux au coin du feu pour regarder de la télé-réalité. Les éclats de rire d'Evangeline. Les commentaires narquois de Cassiana. Thaddeus qui riait avec elle. Tout cela semblait si vivant, si uni. L'odeur d'un somptueux plateau de charcuterie avec des fromages artisanaux et du prosciutto flottait dans la maison. Pendant ce temps, j'étais banni dans un coin étroit de la salle à manger formelle, assis sous une ampoule blafarde et vacillante. J'étais épuisé, tapant furieusement sur mon ordinateur portable, auditant des déclarations de revenus massives que j'avais prises en tant que pige supplémentaire. Je devais travailler des heures sup car mon salaire principal à 6 chiffres était constamment englouti par leur hypothèque, leurs baux de voiture et leurs exigences de vie sans fin. Le cliquetis de mon clavier était le seul son de mon existence solitaire, complètement coupé de leur joie. Pas une fois personne ne s'est approché pour me demander si j'avais mal au dos. Personne ne m'a jamais apporté un morceau de fromage ou un verre d'eau. Parfois, Evangeline se retournait et criait d'une voix criarde, « Peux-tu taper un peu plus doucement ? Tu gâches les dialogues. » Je me figeais, mes doigts survolant les touches, et je fixais le dos de l'homme que j'avais autrefois aimé de toutes mes forces. Thaddeus coupait joyeusement du prosciutto pour sa mère, riant de ce qui se passait à l'écran. Il avait entièrement oublié que sa femme luttait contre une fièvre de 38,5 degrés, avait la gorge enflée et n'avait mangé qu'un bol de nouilles instantanées pour tout dîner. À leurs yeux, je n'étais pas une épouse. Je n'étais pas une belle-fille. Je n'étais même pas un être humain. J'étais un réfrigérateur intelligent qui se réapprovisionnait magiquement tout seul. J'étais une ligne de crédit infinie à taux zéro. J'étais un outil spécialisé acquis strictement pour financer leur comédie de classe moyenne supérieure. Et quand cet outil a soudainement développé son propre système d'exploitation, quand il a soudainement appris à dire « accès refusé », ils ont complètement court-circuité. Mon téléphone a fini par s'arrêter de vibrer. L'écran s'est éteint. J'ai laissé échapper un rire sombre et tordu. Cassiana avait réellement l'audace d'exiger un virement de 85 000 $ parce que, dans son cerveau microscopique, le fait que je paie ses factures relevait de la loi naturelle, comme la gravité. Elle pensait que ce papier de divorce n'était qu'une formalité administrative insignifiante qui ne pouvait pas perturber la hiérarchie divine où sa famille trônait. Mais ils oubliaient tous un détail crucial. Je suis experte comptable diplômée. Toute mon existence tourne autour des chiffres, d'une tenue de registre méticuleuse, d'audits brutaux et d'une marge d'erreur inexistante. J'ai ouvert la fermeture éclair de mon grand sac et j'ai sorti un petit carnet Moleskine bleu marine. J'avais porté ce registre partout avec moi ces 8 derniers mois, comme un talisman. Ce n'était pas un journal intime de sentiments. C'était une comptabilité d'investigation de ma vie volée. Page par page, ligne par ligne, date après date, j'avais documenté de manière obsessionnelle chaque dollar que j'avais versé dans ce foyer. Les sauvetages de Cassiana, les retraites holistiques de luxe d'Evangeline, l'argent que Thaddeus détournait pour emmener ses copains faire des parties de golf. Les chiffres reposaient sans vie sur le papier quadrillé. Mais pour un œil exercé, il hurlait. Ils étaient la preuve indiscutable de ma soumission pathétique et l'acte d'accusation ultime de leur cupidité parasitaire. Cassiana voulait 85 000 $. Très bien. Mais avant de parler de coordonnées bancaires, j'allais lui donner un cours magistral sur la responsabilité et la perte de ses actifs. J'ai remis le registre dans mon sac et j'ai boutonné mon manteau. Le vent hurlait toujours, mais mon cœur brûlait comme une fournaise. Ce n'était pas le feu erratique de la colère. C'était la flamme stable et terrifiante d'une résurrection. La bête de Somme sans volonté qui tapait dans le coin était morte. Debout sur le trottoir de Chicago,
Il n'y avait plus que Lisandra. La femme qui s'apprêtait à auditer sa propre vie et à récupérer chaque centime de justice qui lui était dû. J'ai levé la main et j'ai hélé un taxi jaune. « Où allons-nous, mademoiselle ?» a demandé le vieux chauffeur, m'offrant un sourire chaleureux. « Amenez-moi chez le concessionnaire Mercedes-Benz de la Gold Coast, s'il vous plaît » ai-je répondu. Ma voix était calme, mais mes yeux étaient redoutables. Je n'y allais pas pour payer. J'y allais pour assister à une tragédie théâtrale, une tragédie pour laquelle j'avais déjà acheté des billets au premier rang au prix de 10 ans de ma jeunesse. Le taxi filait sur Michigan Avenue, se faufilant entre les gratte-ciel d'acier et de verre de la ville hivernale. J'ai posé ma tête contre le siège en vinyle craquelé. L'odeur étouffante du désodorisant à la vanille du taxi me soulevait le cœur. Ce n'était pas le mal des transports. C'était le flot de souvenirs concernant l'homme qui était maintenant légalement mon ex-mari, serrant mon cœur déjà profondément meurtri, Thaddeus. Ce nom représentait autrefois tout un univers de sécurité pour la jeune fille naïve que j'étais à l'université. Il était chef de projet informatique, parlait doucement, portait des lunettes d'intellectuel, tirait toujours ma chaise et n'élevait jamais la voix. À l'époque, j'avais confondu sa passivité extrême avec une âme douce. Je pensais que sa nature tranquille était un havre de paix. Je n'avais aucune idée que la ligne de démarcation entre la douceur et l'absence de volonté était virtuellement microscopique. Et une fois que j'avais franchi le seuil de l'orbite de sa famille, cette absence de volonté s'était transformée en une arme de guerre psychologique, bien plus dévastatrice que la violence physique. La société dit aux femmes de craindre d'épouser un homme violent ou indépendant au jeu. Mais pour moi, la terreur ultime portait un autre nom, le silence complice. Thaddeus ne m'avait jamais levé la main. Il ne m'avait jamais insulté. Il s'était simplement tu. Un silence lâche et assourdissant qui m'avait laissé me vider de mon sang. Je me souvenais très bien de Noël lors de notre 3e année de mariage. L'économie était en pleine récession. Mon cabinet avait procédé à des réductions budgétaires massives et ma prime de fin d'année avait été divisée par 2. J'avais mentionné avec prudence, presque en m'excusant, à Evangeline que nos cadeaux de Noël à la famille seraient un peu plus modestes cette année parce que je devais m'assurer que nous disposions d'un filet de sécurité pour les urgences potentielles. Evangeline, qui décortiquait agressivement des pistaches et laissait tomber les coquilles sur une serviette, m'avait regardé avec un dégoût non dissimulé. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas intérêt à te marier dans notre classe sociale. Quand on se marie, on s'adapte aux normes du foyer de son mari. Gâter sa belle-mère apporte un bon karma. Si tu économises sur mes cadeaux, tu porteras malheur à ta propre carrière. Thaddeus était assis juste à côté de moi sur le canapé. Il avait entendu chaque syllabe venimeuse. Je m'étais tourné vers lui, désespéré, le suppliant du regard d'intervenir. Juste une phrase, juste un simple « Maman, arrête ça ». L'année fiscale a été difficile, mais non. Thaddeus avait baissé la tête, soudain extrêmement fasciné par son bol de chili. Il avait pris une cuillerée, avait soufflé dessus et avait mâché avec une lenteur exagérée, faisant semblant que l'environnement hostile n'existait pas. Le cliquetis de sa cuillère contre le bol en céramique résonnait bruyamment dans le silence tendu. Il se cachait dans son chili, se cachait dans sa lâcheté, laissant sa femme complètement exposée au peloton d'exécution du narcissisme de sa mère. Cette nuit-là, allongé dans l'obscurité de notre chambre, je m'étais effondré. J'avais sangloté de frustration pure et étouffante. Je lui avais demandé pourquoi il ne me défendait jamais. Thaddeus avait laissé échapper un lourd soupir, le soupir fatigué d'inversion des rôles que je ne connaîtrais que trop bien. Il s'était retourné, me présentant son dos, avait tiré la couette sur ses oreilles et avait marmonné, « Tu réagis toujours de manière excessive et tu fais toute une montagne de rien. Maman vieillit, elle a ses habitudes. Fais juste un petit compromis pour que nous puissions avoir la paix à la maison. Nous sommes une famille. Ne sois pas si dramatique. Faire un compromis pour que nous puissions avoir la paix. Nous sommes une famille. » Ces phrases étaient des poignards plantés directement dans mon estime de soi. Que signifiait réellement « famille » dans cette maison? Cela signifiait que lorsque l'hypothèque était due, j'étais le pilier fondateur de la dynastie. Mais lorsque j'avais besoin d'un respect humain élémentaire et de soutien, j'étais une étrangère hostile. Une cible facile pour leur entraînement au tir émotionnel. Thaddeus utilisait le concept de famille comme une arme pour masquer son absence totale de courage. Il était terrifié par les reproches de sa mère. Il avait peur des caprices de sa sœur. Il redoutait toute tension atmosphérique.
Il avait donc pris une décision, il sacrifierait perpétuellement la santé mentale de sa femme parce qu'il savait que je l'aimais et supposait que j'avalerais éternellement les abus pour maintenir le mariage intact. Il y avait eu des moments où Cassiana m'avait explicitement emprunté des milliers de dollars, avait dépassé la date de remboursement, puis m'avait envoyé un message m'insultant de radine pour lui avoir poliment demandé de me rendre l'argent. J'avais montré les captures d'écran à Thaddeus. Il avait jeté un coup d'œil à mon téléphone, l'avait rejeté sur le lit et avait haussé les épaules. « Allons, c'est encore une enfant. Ignore-la. Je lui parlerai un de ces jours. » Mais ce jour n'est jamais venu. J'ai même découvert des années plus tard qu'il avait secrètement pris sa propre prime trimestrielle, que nous avions convenu de mettre de côté pour un acompte sur notre propre maison, et l'avait remise à Cassiana pour financer son voyage à Tulum. Tout cela pendant que je marchais vers le train dans des bottes d'hiver percées parce que je me sentais coupable de dépenser de l'argent pour moi-même. La mort de mon amour pour Thaddeus n'avait pas été une explosion soudaine et dramatique. C'était comme de la moisissure noire derrière une cloison sèche, pourrissant lentement et silencieusement l'intégrité structurelle de notre mariage. Chaque jour, un peu plus de pourriture. Chaque fois qu'il restait silencieux, une autre poutre de soutien se brisait. J'ai regardé par la fenêtre du taxi. Une pluie fine et glaciale avait commencé à tomber sur Chicago. L'image de Thaddeus s'est matérialisée dans mon esprit. Un homme de 40 ans avec un titre de direction sur LinkedIn, qui portait des costumes Brooks Brothers sur mesure en public, mais qui redevenait un bambin terrifié souffrant d'un grave complexe d'Édipe dès qu'il franchissait le seuil de sa mère. Chaque décision importante de la vie, qu'il s'agisse du régime d'assurance maladie à choisir, du quartier où nous devions vivre, ou de la question de savoir si nous devions essayer d'avoir des enfants, la réponse par défaut de Thaddeus était « Laisse-moi d'abord en parler à maman ». Il se cachait si bien dans l'ombre de sa mère qu'il avait complètement renoncé à son identité de mari. Il avait permis à sa mère et à sa sœur de cannibaliser ma vie, de vider ma jeunesse et mes comptes bancaires. Il croyait sincèrement que parce qu'il n'était pas celui qui me criait des insultes, ses mains étaient propres. Il se trompait lourdement. Dans ce mariage, Evangeline et Cassiana étaient celles qui tenaient le couteau. Mais Thaddeus était celui qui me maintenait les bras derrière le dos pour qu'elle puisse me poignarder. Son apathie militante était l'injection létale qui avait finalement tué mon dévouement. Je me suis souvenu de l'élément déclencheur. Il y a tout juste 30 jours, je consultais mes rapports de crédit annuels, une pratique standard pour mon travail. J'ai remarqué une demande bizarre et un prêt automobile actif de 20 000 $ dont je n'avais absolument aucune connaissance. J'ai extrait le contrat numérique. La signature au bas du document électronique était une contrefaçon parfaite à 99% de ma propre écriture. Le demandeur principal était Lisandra. Le garant était Thaddeus. Tremblant d'une rage si chaude qu'elle me troublait la vue, j'ai jeté l'impression sur le bureau de Thaddeus dans son bureau à la maison. Pour la première fois en 10 ans, son masque de calme pathétique s'est brisé. Le visage de Thaddeus s'est vidé de son sang et ses mains tremblaient visiblement lorsqu'il a ramassé le papier. Je suis désolé, a-t-il bégayé, ses yeux fuyant à travers la pièce, refusant de me regarder. C'était maman. Elle m'a dit que Cassiana avait désespérément besoin d'argent liquide pour un acompte sur une commande spéciale chez le concessionnaire, sinon elle perdrait sa réservation. Maman m'a dit de signer pour toi. Je veux dire, tes dépôts directs vont sur le compte chèque joint de toute façon. Je ne pensais pas que c'était un problème. Tu ne pensais pas que c'était un problème? Ai-je hurlé. Pour la première fois en 10 ans à ravaler ma colère, j'ai explosé. Tu commets une fraude électronique fédérale, tu falsifies ma signature et tu voles mon numéro de sécurité sociale pour contracter un prêt de 20 000 $ afin que ta sale gamine de sœur puisse se pavaner dans une voiture de luxe, et tu me dis que ce n'est pas un problème? Tu penses que je suis une parfaite imbécile? Thaddeus s'est jeté à genoux et a entouré mes jambes de ses bras. Mais il ne pleurait pas par remords d'avoir trahi ma confiance. Il pleurait de terreur pure. Lisandra, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas d'histoire. Maman va faire une crise de panique. Cassie a juré sur sa vie qu'elle ferait les paiements mensuels. S'il te plaît, ne dépose pas de plainte. Si la police s'en mêle, la banque signalera la fraude à mon employeur lors du contrôle des antécédents. Je vais perdre mon emploi. S'il te plaît. Même dans le moment le plus sombre de notre mariage, ses seules préoccupations étaient la tension artérielle de sa mère et son propre salaire. Pas une seule fraction de seconde il ne s'est soucié du danger juridique et financier massif dans lequel il m'avait placé.
J'ai regardé le sommet du crâne dégarni de mon mari, et à 7 millisecondes précises, cet homme a cessé d'exister pour moi. Il était mort. La créature qui rampait sur le sol n'était pas mon partenaire. C'était un parasite pathétique et pleurnicheur, complètement infecté par la sociopathie de sa famille. Cette nuit-là, j'ai emballé une seule valise, j'ai roulé jusqu'à un hôtel pour séjour prolongé et j'ai engagé un avocat spécialisé dans les divorces impitoyables. Le lendemain matin, j'ai déposé ma demande de divorce avec une précision glaciale, ignorant les centaines de messages vocaux hystériques et de mes pathétiques de Thaddeus. Le taxi a freiné brusquement, me tirant de mes souvenirs. Le chauffeur a regardé en arrière, nous y sommes, mademoiselle. Le concessionnaire Mercedes est juste là. J'ai regardé à travers le pare-brise. Le logo massif et illuminé à 3 branches brillait prétentieusement dans la pénombre de l'après-midi de Chicago. À travers les immenses baies vitrées, je pouvais facilement repérer la silhouette indéniable de Cassiana qui faisait les 100 pas, collée à son iPhone, l'air totalement hors d'elle d'impatience. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tendu un billet de $100 au chauffeur, lui disant de garder la monnaie. J'ai poussé la portière du taxi et une rafale de vent brutal m'a frappé le visage. Je n'avais pas froid. Au contraire, le sang qui coulait dans mes veines était bouillant et puissant. Thaddeus avait toujours été le mari invisible, fuyant ses responsabilités comme un fantôme. Mais aujourd'hui, ici même, j'allais traîner tout leur linge sale sous la lumière crue et fluorescente. J'allais leur enseigner les conséquences catastrophiques de ce qui se passe lorsque le distributeur automatique décide de riposter. J'ai ajusté les revers de mon manteau et j'ai marché à grands pas de prédateur vers le showroom. Il était temps de faire face à ma chère belle-sœur et de réduire en cendres sa pathétique comédie. Tout en marchant, le taxi s'est éloigné, mais les notifications frénétiques de mon téléphone continuaient de retentir. Je n'avais même pas besoin de déverrouiller l'écran pour savoir qu'il s'agissait d'un flux de messages de harcèlement de la part de Cassiana. J'ai laissé échapper un soupir, refoulant le dégoût qui me soulevait l'estomac, et j'ai déverrouillé l'appareil. Immédiatement, mon écran a été inondé d'une série de photos mises en scène de manière ridicule qu'elle venait de m'envoyer. Sur les photos, Cassiana portait une robe rouge de créateur moulante et décolletée et des escarpins Christian Louboutin aux talons vertigineux. Son visage était lourdement maquillé, ses lèvres peintes d'une nuance écarlate grotesque, boudant devant l'objectif comme une influenceuse forcée. Elle était appuyée contre le capot de la rutilante GL 450 blanc diamant. Une main posée de manière provocante sur sa hanche, l'autre rejetant agressivement ses cheveux en arrière. Sous les photos se trouvait une capture d'écran de la story Instagram qu'elle venait de publier à l'attention de ses 15 000 abonnés, identifiant publiquement mon compte, un immense merci à mon incroyable belle-sœur pour ce cadeau d'anniversaire de 30 ans incroyable. Voilà à quoi ressemble une vraie famille. Moins de paroles, plus d'actes. Je t'aime, Lisandra. Tu es littéralement la meilleure. J'ai lu la légende et j'ai éclaté de rire sur le trottoir. La meilleure. Comme ces mots étaient dérisoires. Son amour familial avait un prix fixe de $85 000. Si ce virement n'était pas validé aujourd'hui, cette adoration publique se transformerait instantanément en la calomnie la plus venimeuse qui soit. J'ai fait défiler l'écran vers le bas jusqu'à un message vocal paniqué qu'elle avait envoyé juste après les photos. J'ai lancé la lecture, tenant le haut-parleur près de mon oreille. La voix criarde et déséquilibrée de Cassiana a retenti. « Lisandra, qu'est-ce que tu fais, bon sang ? Tu te rends compte à quel point c'est humiliant pour moi. » Le directeur financier n'arrête pas de me regarder, me demandant quand la confirmation du virement va arriver pour qu'il puisse imprimer les plaques d'immatriculation. Je leur ai menti et j'ai dit que tu l'avais lancé à 9 h du matin. Tu essaies de me faire passer pour une SDF ? Bouge ton gros cul et vire les fonds tout de suite pour que je puisse avoir les clés et aller à ma fête. Tu es en train de gâcher ma vie. Me faire passer pour une SDF. L'ironie était à couper le souffle. Pour des parasites comme Cassiana, l'illusion de la richesse était plus vitale que l'oxygène. Mais curieusement, cette illusion était construite entièrement avec l'argent des autres. Elle faisait une crise de panique à l'idée d'avoir l'air pauvre devant un vendeur de voitures de luxe qui se moquait bien d'elle. Pourtant, elle ne ressentait absolument aucune honte à extorquer sa belle-sœur depuis 10 ans. Elle ignorait ou choisissait délibérément d'ignorer que la femme à qui elle aboyait des ordres venait de sortir d'un tribunal avec un divorce finalisé. Honnêtement, même si elle l'avait su, Cassiana s'en moquerait. Sa première pensée aurait probablement été « divorce d'avec lui si tu veux, mais paie pour le SUV avant de signer les papiers ». J'ai fixé la voiture blanche étincelante sur la photo.
Elle était indéniablement magnifique, un joyau de l'ingénierie allemande. Mais pour moi, c'était un démon à 4 roues. C'était la bête mécanique qui avait dévoré les dernières gouttes de ma santé mentale et failli faire dérailler ma carrière avec un prêt automobile frauduleux, juste pour que Cassiana puisse se pavaner à Soho House. Toute la famille s'était engagée dans un complot criminel, Evangeline appliquant la torture psychologique, Thaddeus commettant le vol d'identité et Cassiana agissant comme la bénéficiaire privilégiée, absorbant le luxe comme une éponge. Son audace avait atteint un niveau de folie presque spirituelle. Elle considérait mon sacrifice financier comme un droit humain fondamental. J'ai éteint l'écran, mais l'image de son sourire suffisant me brûlait les rétines. Je m'émerveillais de voir comment des gens qui vivaient comme des sangsues pouvaient simultanément posséder un complexe de supériorité aussi astronomique. Ils avaient zéro ambition, zéro éthique de travail et zéro capacité à générer de la richesse. Pourtant, ils possédaient une capacité infinie à la dépenser et à l'exiger. Ils étaient financièrement ruinés. Mais la véritable horreur était la pauvreté absolue de leur caractère. Cassiana voulait projeter l'aura d'une héritière de la haute société. Mais la vraie distinction ne vit pas à l'intérieur d'une étoile à 3 branches sur un volant. Le véritable statut naît de la dignité, de la capacité à se tenir debout sur ses 2 pieds et à payer ses propres factures. Elle se drapait dans de la haute couture et s'asseyait dans un habitacle à 6 chiffres, mais son âme était celle d'une mendiante sur une bretelle d'autoroute, secouant agressivement une boîte de conserve devant chaque automobiliste qui passait. J'ai atteint l'immense entrée vitrée du concessionnaire. Les portes automatiques se sont ouvertes avec un léger bourdonnement et une bouffée d'air climatisé m'a frappé, transportant l'odeur coûteuse de parfums pour hommes, d'expresso et de cuir neuf. Mes bottes ont claqué sur le sol en porcelaine immaculée. J'ai repéré Cassiana immédiatement dans le salon VIP. Elle tenait un verre d'eau gazeuse offert dans un gobelet en cristal, riant bruyamment avec 3 autres femmes vêtues de tenues tout aussi ridicules couvertes de logos de marque. Son entourage de fausses amies. Elle dégageait une confiance artificielle, agissant comme si le bâtiment lui appartenait. Elle n'avait aucune idée que dans environ 3 minutes, toute sa réalité fabriquée allait s'effondrer violemment. Un conseiller élégant s'est approché de moi, bienvenue chez Mercedes-Benz. Puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai souri d'un sourire poli mais profondément glacial, non, merci. Je suis juste ici pour régler quelques détails avec une cliente existante. Je suis passé devant lui, traversant le showroom, utilisant un énorme Classe G brillant pour masquer mon approche. Je me suis arrêté à quelques mètres seulement du salon VIP, assez près pour entendre chaque mot, mais caché de la vue de Cassiana. Pile à l'heure, son faux sourire a commencé à se figer. N'ayant pas reçu de message confirmant le virement, elle a commencé à taper agressivement du talon contre le sol. L'élégante façade d'influenceuse s'est brisée, remplacée par la grimace d'un bambin en colère privé d'un jouet. Et alors, agissant par pur instinct de parasite, elle a sorti son téléphone et a composé le numéro de la reine de la famille. Sa mère. 10 secondes plus tard, mon propre téléphone a vibré dans ma poche. L'écran affichait Evangeline. Autrefois, voir ce nom déclenchait une montée de cortisol dans mon sang. J'aurais répondu dès la première sonnerie, ma voix au perché et soumise, « Bonjour, Evangeline. Comment allez-vous » J'aurais retenu mon souffle, attendant d'être réprimandé pour avoir respiré trop fort ou ne pas avoir acheté la bonne marque de lait biologique. Cette terreur diffuse m'avait transformé en marionnette, s'agitant dès que la matriarche tirait les ficelles. Mais aujourd'hui, debout dans ce showroom hyper luxueux, regardant ces lettres clignotées sur mon écran, je ne ressentais qu'un détachement clinique. Elle n'était plus ma belle-mère. Le titre lui avait été légalement retiré. Ce n'était plus qu'une vieille femme en colère de la banlieue. J'ai pris une inspiration, j'ai glissé le doigt pour accepter l'appel et je n'ai pas collé le téléphone à mon oreille. Au lieu de cela, je l'ai mis sur haut-parleur, le tenant devant moi comme un enquêteur enregistrant des aveux. Allô. Avant même que le mot ne sorte complètement de ma bouche, une décharge de colère a agressé le haut-parleur, assez fort pour qu'un vendeur à proximité tourne la tête. Lisandra, qu'est-ce que tu t'imagines faire, bon sang? Tu essaies activement d'humilier cette famille. La voix d'Evangeline a hurlé, aussi abrasive qu'une tronçonneuse coupant de la tôle. Pas de bonjour, pas de politesse humaine de base. Juste du venin pur et sans mélange. Que ai-je fait exactement, ai-je demandé, mon ton étant si étrangement calme qu'il m'a surprise moi-même. Tu as le toupet de jouer les innocentes. Cassiana est assise dans le showroom depuis 1 heure.
Tu ne te rends pas compte de l'embarras qu'elle endure devant ses amis? Tu avais promis de virer les fonds pour sa voiture, et maintenant tu disparais comme une lâche. Tu essaies de traîner la réputation de notre famille dans la boue? Chaque mot qu'elle crachait était un clou de plus dans son cercueil. Elle ne demandait pas si j'étais en réunion. Elle ne demandait pas si j'étais à l'hôpital. Elle ne se souciait que de la réputation de la famille, du faux masque de richesse auquel elle va sa fille s'accrochait désespérément. S'il vous plaît, calmez-vous, Évangeline, ai-je dit doucement, l'appelant par son prénom pour la toute première fois. Une exécution verbale de notre lien familial. Ne me dis pas de me calmer, a-t-elle hurlé, sa voix montant vers des sommets d'hystérie. Ne pense pas que parce que tu as un diplôme d'expert comptable, tu peux te prendre pour Dieu. Une épouse se soumet au foyer de son mari. Depuis le jour où tu as épousé Thaddeus, tes biens existent pour élever cette famille. Acheter cette voiture à Cassiana nous élève tous. Si tu ne sais pas être reconnaissante du privilège de faire partie de cette famille, au moins ne sois pas une radine égoïste. Radine. Égoïste. Ces mots ont arraché un rire sombre de mes poumons. Au cours de la dernière décennie, qui avait payé les impôts fonciers? Qui avait payé de sa poche son opération d'urgence de la vésicule biliaire lorsque sa couverture d'assurance avait expiré? C'était moi. J'avais passé 5 nuits à dormir dans une chaise d'hôpital inconfortable, vidant ses bassins de lit pendant que Thaddeus était opportunément en voyage de golf et que Cassiana refusait de venir parce que l'odeur de l'hôpital lui donnait des migraines. À l'époque, Évangeline m'avait tenu la main, forçant de fausses larmes, murmurant « Dieu nous a bénis en nous donnant un ange pour belle-fille ». La vérité était que cette bénédiction n'était valable que tant que je signais des chèques. Dès que j'ai protégé mes propres actifs, je suis devenu une radine. Je n'ai jamais fait partie de la famille. J'étais un chéquier sur pattes. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu m'ignores? La voix d'Évangeline résonnait dans le haut-parleur. Je te donne un ultimatum. Si tu ne vires pas ces 85 000 $ à la concession dans les 5 minutes, tu peux emporter tes affaires et quitter la maison de mon fils ce soir. J'appelle Thaddeus à l'instant pour qu'il vienne là-bas et te remette à ta place. Espèce de provinciale arrogante. Me remettre à ma place. Elle croyait sincèrement que Thaddeus était son atout maître. Elle pensait pouvoir envoyer son fils sans volonté me terroriser pour me soumettre à nouveau. Des larmes m'ont piqué les yeux, mais elles ont refusé de couler. La tristesse n'était pas due à ces insultes. C'était le deuil de mon propre réveil tardif. J'avais consumé les plus belles années de ma vie à essayer de gagner l'amour de sociopathes qui me considéraient comme du bétail. Vous avez fini, ai-je interrompu, ma voix descendant d'un octave, rayonnant d'un froid absolu. Il y eut un silence soudain sur la ligne. La force de mon ton avait dû court-circuiter son cerveau. Pardon? Comment oses-tu me parler sur ce? Je ne vous manque pas de respect, ai-je dit, sortant de derrière le classe G et verrouillant mes yeux sur Cassiana, qui se trouvait à une dizaine de mètres. Je constate simplement des faits. Cassiana m'a repéré. Son visage tordu par la colère s'est instantanément transformé en un soulagement extrême. Ses yeux se sont allumés d'une cupidité évidente et elle a commencé à agiter frénétiquement ses mains, criant à travers le showroom silencieux, « Oh mon Dieu, enfin! Lisandra est là. Tu as apporté le chèque de banque? Il est où? » J'ai gardé mes yeux fixés sur Cassiana et j'ai parlé directement dans le téléphone, enfonçant chaque mot comme un clou dans le crâne d'Évangeline. Évangeline, ne prenez pas la peine d'appeler Thaddeus pour me remettre à ma place, car il n'en a plus le droit légal, et vous non plus. Quoi? De quoi tu parles? A bégayé Évangeline, l'arrogance agressive quittant soudainement sa voix. Je parle du fait que depuis 30 minutes, au tribunal du comté de Cook, votre fils et moi sommes légalement divorcés. Je suis une femme libre. Je suis une étrangère. Et une étrangère n'a pas à subir vos insultes hystériques, pas plus qu'elle n'est tenue d'acheter un véhicule de luxe à votre gamine de fille. Passez une vie misérable. Sans attendre l'inévitable cri de choc, j'ai raccroché. L'enclume invisible qui m'écrasait la poitrine depuis 10 ans s'est instantanément évaporée. Je me sentais légère. Les parasites au téléphone ont été remplacés par la musique de jazz douce diffusée par les haut-parleurs de la concession et le cliquetis frénétique des loups-boutins de Cassiana qui couraient vers moi. Elle est arrivée essoufflée, enveloppée d'un nuage de parfum baccarat rouge étouffant. Elle n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer au téléphone. Elle croyait encore fermement que j'étais là pour payer. Pourquoi tu as mis autant de temps?
Tu ignorais les appels de maman? Bref, on s'en fout. Il est où, le chèque? Où tu as configuré le virement? Le responsable financier me met la pression. Elle a tendu agressivement sa main, ses longs ongles en acrylique rouge recourbés vers le haut comme les griffes d'un vautour. J'ai regardé sa main tendue, puis son visage maquillé et paniqué. Un sourire lent et glacial s'est dessiné sur mes lèvres. Tu veux l'argent? Ai-je demandé, mon ton étant dangereusement doux. Bah oui. Pourquoi d'autres serais-tu venu ici? Ne me dis pas que tu fais des achats pour toi. Une femme avec ton style n'a rien à faire dans une concession Mercedes, a-t-elle ricané en levant les yeux au ciel. J'ai ouvert la fermeture éclair de mon sac avec une lenteur exaspérante. Cassiana tendait le cou, s'attendant à voir un chèque de banque. Mais ce que j'ai sorti n'était pas un chéquier. C'était le décret de divorce lourdement tamponné. Et sous celui-ci, mon registre en cuir bleu usé. Je ne suis pas venu ici pour payer quoi que ce soit, ai-je dit, ma voix résonnant clairement dans le salon VIP, faisant taire les responsables financiers et ses amis snobs qui se sont tournés vers nous. Je suis venu ici pour te montrer le prix réel de ton petit caprice. C'était le point culminant. La dispute avec Evangeline n'était que l'apéritif. À présent, j'allais faire exploser l'événement principal ici même, dans l'environnement le plus ostentatoire possible. Le luxe feutré et impeccable du showroom de Mercedes-Benz était le cadre idéal pour la destruction absolue de son ego. Je me suis approché tranquillement d'une table de consultation en verre et je me suis assise, posant mon sac sur la surface. Ma posture détendue a exaspéré Cassiana. Elle s'est approchée à grands pas, posant ses mains sur ses hanches, ses yeux exorbités par une énergie maniaque. À quel genre de jeu stupide tu joues, Lisandra? Elle est où, l'oseille, a-t-elle sifflé, essayant de garder la voix basse pour que ses amis n'entendent pas le désespoir dans sa voix. Je n'ai pas scié. J'ai ouvert lentement le carnet bleu. Le froissement des pages était net comme un rasoir. En tant qu'experte comptable, l'investigation financière était mon super pouvoir. J'avais méticuleusement documenté chaque centime qu'il m'avait extorqué. Thaddeus et sa mère se moquaient de moi pour cela, me traitant de maniaque des chiffres. Ils n'avaient aucune idée que ma manie était en train d'assembler la potence à laquelle ils allaient se balancer. J'ai ouvert le registre, 12 mai 2016, remboursé la dette de trading sur marge de Cassiana, $25 000. Motif, extorsion émotionnelle par Evangeline. 20 octobre 2018, acheté le fauteuil de massage médical de luxe d'Evangeline, $4 500. Source, ma prime d'entreprise du 3e trimestre. 15 août 2021, Thaddeus engage secrètement les colliers en or de ma grand-mère pour acheter des actions spéculatives, perte totale, valeur estimée à $12 000. Pardonné sous la contrainte. Ligne après ligne, parfaitement calculé. Le montant total de mon hémorragie financière s'élevait à un montant à 6 chiffres. Mais honnêtement, je considérais cela comme une perte sèche. C'était le prix élevé que j'avais payé pour une leçon de 10 ans sur les limites à ne pas franchir. La véritable ogive nucléaire était bien rangée dans une pochette en plastique tout à la fin du registre. J'ai sorti un document officiel. C'était une copie d'un prêt automobile personnel à taux d'intérêt élevé contracté auprès d'un prêteur tiers usuraire d'un montant de $20 000. L'emprunteur principal, Lisandra. Le co-signataire, Thaddeus. Le seul problème, c'est que je ne l'avais pas signé. Je l'avais trouvé il y a 30 jours, lorsque Thaddeus était rentré ivre et avait laissé le coffre-fort de son bureau ouvert. Il avait passé des semaines à s'entraîner à reproduire ma signature. Il avait commis une fraude électronique et un vol d'identité pour obtenir $20 000 en espèces afin de verser la compte non remboursable sur cette Mercedes GL 450 blanc diamant. Simplement parce que Cassiana avait fait une crise de nerfs à l'idée de perdre sa réservation et que la famille était ruinée. Le plan de Thaddeus avait été pathétique, obtenir le prêt en mon nom, bloquer la voiture, puis me culpabiliser et me manipuler pour que je la paie afin de protéger mon score de crédit parfait et mon diplôme de CPA. Il savait que je craignais la ruine financière et supposait que j'absorberais simplement la dette pour éviter un scandale. Au lieu de pleurer, j'avais méticuleusement rassemblé les preuves. J'avais récupéré les images de sécurité de la maison le montrant penché sur son bureau, traçant ma signature. J'avais enregistré secrètement ses vantardises ivres au téléphone avec sa mère, « Ne t'inquiète pas, maman. » J'ai forgé la signature de Lisandra. C'est sur son profil de crédit maintenant. Elle devra payer, mais Cassie a sa voiture.
Toutes ces preuves étaient maintenant posées sur la table en verre devant moi. J'ai levé les yeux vers Cassiana, qui tapait ses ongles sur le verre, ignorant tout de la bombe placée sous sa chaise. « Qu'est-ce que tu regardes ? C'est quoi ces torchons ? Je n'ai vraiment pas le temps pour tes histoires à dormir debout. » J'ai souri d'un sourire terrifiant, les yeux vides, et j'ai fait glisser la corde près frauduleux sur le verre. « Regarde ça de très près, Cassie, » ai-je dit, ma voix dégoulinant d'une autorité mortelle. C'est le prêt personnel de 20 000 $ qui a couvert la compte de ce SUV sur lequel tu t'appuies. Je suis l'emprunteuse principale. Mais cette signature a été forgée par ton cher frère. Cassiana a parcouru le papier du regard. Pendant une fraction de seconde, la confusion a traversé son visage, suivi d'un roulement d'yeux agressif. Elle a essayé de maintenir sa posture arrogante. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut faire si Thaddeus a signé pour toi ? Vous êtes mariés. Ce qui est à toi est à lui. Arrête de faire ta psychopathe et paie le solde. Marié, ai-je ri doucement. Légalement ? C'est discutable dans un état de partage équitable. Mais tu oublies un détail important, ma grande. Je suis experte comptable diplômée. Je sais exactement ce qui constitue une fraude électronique fédérale et un vol d'identité aggravé. Et plus important encore, j'ai fait une pause, regardant le sang commencer à quitter son visage trop bronzé, à 8 heures ce matin, juste avant que mon divorce ne soit finalisé, je suis entré au poste de police de Chicago et j'ai déposé une plainte pour vol d'identité contre Thaddeus. En fournissant toutes les preuves vidéo et audio. J'ai également déposé une déclaration de fraude auprès de la banque et déclenché un gel complet de chaque compte joint que nous partageons. La mâchoire de Cassiana s'est décrochée. Son maquillage ne pouvait masquer le teint grisâtre qui envahissait rapidement sa peau. « Tu n'oserais pas » a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. « Pourquoi pas ?» J'ai refermé le registre d'un coup sec. Le bruit a résonné dans le salon comme le marteau d'un juge. Je suis divorcé. Je ne suis plus l'otage des délires de ta famille. Cet acompte de 20 000 $ est désormais une affaire criminelle. Thaddeus risque des poursuites pour fraude. Et quant à cette voiture, j'ai désigné la Mercedes étincelante derrière elle, tu crois honnêtement que tu vas repartir avec aujourd'hui ? La rigueur calculée de mon exécution l'a paralysée. Lorsqu'une victime n'a plus d'empathie, la loi et les preuves concrètes sont ses seules armes. Je n'étais pas venu ici pour crier comme dans une émission de télé-réalité. J'étais venu procéder à une liquidation en règle de son ego. Cassiana a commencé à trembler physiquement. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau, incapable de formuler une phrase cohérente. Ses doigts se crispaient sur son iPhone. Avant qu'elle ne puisse crier, un homme de grande taille vêtu d'un costume bleu marine impeccable portant un badge doré indiquant son titre de directeur général s'est approché de notre table. Son visage était un masque de professionnalisme glacial. « Excusez-moi, mesdames. Laquelle d'entre vous est apparentée à Monsieur Thaddeus ?» Le directeur se tenait là, son regard perçant passant de Cassiana à moi. Les conversations dans le salon VIP se sont éteintes. Les amis de Cassiana tendaient maintenant l'oreille, les yeux grands ouverts. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, savourant le spectacle, et j'ai désigné calmement Cassiana. « Vous cherchez sa sœur. Elle est juste là, » ai-je dit doucement, tapotant mon doigt sur mon décret de divorce. Je ne suis qu'une simple spectatrice. Le directeur général a tourné son attention vers Cassiana. « Mademoiselle » a-t-il dit d'un ton poli mais dénué de chaleur. « Nous venons de recevoir une notification urgente de notre banque. Le compte associé au virement de 20 000 $ pour votre acompte a été signalé pour une enquête de fraude fédérale et complètement gelé. Les fonds ont été récupérés par la banque émettrice. De plus, nous ne pouvons pas livrer ce véhicule sans que le solde restant de 85 000 $ ne soit réglé. Je dois vous demander de passer dans mon bureau pour clarifier cela immédiatement, sans quoi nous annulerons le contrat et proposerons la réservation au client suivant sur la liste. » Quoi ? A hurlé Cassiana, sa voix déraillant sous le coup de la panique. Non, non, non. L'acompte a été payé. Je ne vous dois rien. Il doit y avoir un problème avec votre système débile. Elle m'a jeté un regard de haine pure et a fouillé frénétiquement dans son sac, en sortant une lourde carte de crédit en métal noir. C'était une carte d'utilisateur autorisée liée au compte principal de Thaddeus, un compte entièrement alimenté par mon salaire. « Passez ça » a-t-elle ordonné, jetant la carte sur la table en verre.
Alors que le directeur faisait signe à un conseiller d'apporter un terminal de paiement sans fil, j'ai tranquillement pris mon iPhone. Il était temps de passer à l'attaque finale. J'ai ouvert ma messagerie et je suis entré dans la discussion de groupe familial intitulée « Douce maison ». La discussion comprenait Evangeline, Thaddeus, Cassiana et une poignée de tantes et d'oncles incroyablement commères. Pendant 10 ans, cette discussion avait été le centre de contrôle de mon calvaire. J'ai levé mon téléphone et j'ai pris une photo nette, mon décret de divorce officiel, la page du registre documentant la fraude de Thaddeus, et en arrière-plan, Cassiana tendant sa carte de crédit à l'employé de Mercedes. J'ai tapé un message qui allait détruire leur réputation sociale à jamais, annonce à la famille. Depuis 10 heures ce matin, Thaddeus et moi sommes légalement divorcés. J'ai également déposé une plainte pour vol d'identité et fraude contre Thaddeus auprès de la police de Chicago concernant le prêt frauduleux de $20 000 pour la voiture de Cassiana. Tous les comptes joints ont été gelés par les enquêteurs fédéraux. À partir de ce moment, vous n'avez plus accès à mes revenus. Bonne chance pour payer vos propres factures. Ne me contactez plus, sous peine de poursuite. J'ai appuyé sur envoyer. Le message s'est affiché, délivré. Presque instantanément, le téléphone de Cassiana a vibré sur la table. Quelque part dans un bureau du centre-ville, le téléphone de Thaddeus vibrait. Quelque part en banlieue, le téléphone d'Evangeline vibrait. Cassiana a jeté un coup d'œil à son écran. Ses pupilles se sont dilatées, devenant immenses. Tout le sang a quitté son visage, la laissant livide. Elle a redressé la tête, me fixant, la bouche grande ouverte, muette face à son anéantissement total. Pile à l'heure, le terminal de paiement sans fil dans la main du conseiller a émis une série de bips stridents. Le conseiller a regardé l'appareil, puis Cassiana, grimaçant d'embarras, « Je suis désolé, mademoiselle. La carte renvoie un code d'erreur 05. La transaction est refusée. Les notes indiquent que le compte est gelé pour suspicion de fraude. Avez-vous un autre moyen de paiement? Un chèque de banque, peut-être? » L'univers s'est effondré. Les amies de Cassiana se sont mises à chuchoter frénétiquement entre elles. Elles ont reculé, s'éloignant du rayon de son humiliation. 10 minutes plus tôt, elle était leur idole, une riche mondaine dépensant une somme à 6 chiffres un mardi après-midi. Maintenant, le masque était arraché, révélant la mendiante frauduleuse qui se cachait dessous. Comment? Comment est-ce possible, a bégayé Cassiana, titubant en arrière et renversant son verre d'eau gazeuse. Le liquide s'est déversé directement sur sa robe à $2000, mais elle ne l'a même pas remarqué. Cette carte a un plafond de $100 000. Repassez-la. Repassez-la, espèce d'imbécile. Nous l'avons passé 3 fois, mademoiselle, est intervenu le directeur général, sa voix devenant ferme et sans appel. Si vous ne pouvez pas présenter des fonds valides immédiatement, je vais devoir vous demander de libérer le salon VIP. Nous avons des clients sérieux qui attendent. Cassiana a commencé à vider frénétiquement le contenu de son sac sur la table. Des rouges à lèvres, des poudriers et une poignée de cartes de débit ordinaire ont cliqueté sur le verre. Elle a tendu une carte de débit standard au directeur, « Essayez celle-là. Essayez mon compte personnel. » C'était un geste pathétique et inutile. J'avais déclenché le gel de tous les actifs conjugaux, et son compte chèque personnel avait à peine de quoi s'offrir un café, et encore moins $85 000. Elle n'était qu'un récipient vide, entièrement nourri par le sang financier de son frère et de sa belle-sœur. Le donneur parti, le parasite mourait rapidement sous la lumière. Les chuchotements de ses amis se faisaient plus forts, résonnant dans la pièce, « Oh mon Dieu, elle est fauchée. Tu as entendu? Son frère se fait arrêter pour fraude. Partons d'ici. » C'est tellement la honte. Chaque chuchotement était une lame qui entaillait l'ego surdimensionné de Cassiana. Elle se tenait paralysée au milieu du showroom, serrant sa robe de marque ruinée. Elle fixait la Mercedes blanche étincelante, symbole ultime de sa supériorité factice qui s'éloignait maintenant comme un mirage dans le désert. Avec une élégance détachée, j'ai rangé mes papiers dans mon sac, j'ai remonté la fermeture éclair et je me suis levé. J'ai lissé les plis de mon manteau de laine. J'ai regardé Cassiana, non plus avec haine, mais avec l'apathie profonde que l'on réserve à un déchet. Qu'y a-t-il, Cassie? Le plafond de crédit est atteint, ai-je demandé doucement. Pourtant, toutes les personnes présentes ont ressenti la morsure mortelle de l'insulte. Tu as dit tout à l'heure que je n'avais aucun goût. Tu avais tout à fait raison.
Je n'ai pas le goût de dépenser l'argent des autres pour impressionner désespérément des inconnus. Je ne sais dépenser que l'argent pour lequel je suis. Cassiana, tremblante, a pointé un doigt vers mon visage. Tu m'as piégé. Tu as tout planifié juste pour m'humilier. Personne ne t'a piégé, ai-je répondu, ma voix étant trempée dans le titane. Tu es grimpé au sommet d'un piédestal entièrement construit sur mon travail. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de le porter. Toi et ta mère êtes des sensus sociopathes, et ton frère est un criminel lâche. C'est simplement la facture qui arrive à échéance. Je suis passé devant elle, marchant vers les portes de sortie vitrées. Le rythme sec de mes talons sur le carrelage était ferme, régulier et victorieux. Je n'ai pas regardé en arrière pour assister à la suite. Je n'avais pas besoin de voir Cassiana s'effondrer sur l'un des fauteuils en cuir, sanglotant de manière hystérique alors que le directeur menaçait d'appeler la sécurité. Je n'avais pas besoin de voir ses amis l'abandonner pour commander leur propre Uber. Ce sentiment de triomphe n'était pas né de la malveillance. C'était de la justice pure et sans mélange. C'était l'exorcisme de mon âme après une possession démoniaque de 10 ans. J'ai réalisé alors que la vengeance la plus dévastatrice qu'une femme civilisée puisse prendre n'est pas de crier ou de donner des coups. C'est de tendre un miroir impeccable à ses bourreaux et de les forcer à regarder leur propre reflet. Une vérité si laide qu'aucun vêtement de créateur ou voiture de luxe ne pourra jamais la masquer. Alors que les portes automatiques s'ouvraient, le vent cinglant de Chicago m'a frappé le visage, mais une chaleur rayonnante et indestructible a fleuri dans ma poitrine. Mon téléphone a vibré au fond de mon sac. Je savais exactement de qui il s'agissait. C'était Thaddeus, paniqué, tout son monde factice s'effondrant autour de lui. La partie était loin d'être terminée. Les avocats et la police avaient encore leur rôle à jouer. Mais alors que je m'avançais dans les rues animées de la ville, j'ai souri. La victoire ultime était déjà mienne.